C'est go. Bonjour à tous. Merci d'être présents. Merci de vous être déplacés pour la conférence et merci au Château Ramsay d'avoir accordé ce colloque et de m'avoir invité. Avant de commencer, je vais faire un léger petit détail. Joe Crum, l'inventeur des chips, était métis, noir et mohawk. À considérer. Très bien. Donc, allons maintenant dans le sérieux. Les conséquences de l'évasion américaine de 1775 sur les Premières Nations sont difficiles à évaluer. Parce que, premièrement, elles sont passées sur une longue période de temps, durant la guerre et même après la guerre, avec des répercussions qu'on retrouve de façon permanente. On parle de plusieurs nations qui ont été impliquées et qui ont vécu l'expérience militaire d'une façon particulière à chaque fois, et aussi en raison de la grande autonomie individuelle des Autochtones qui permettait, à l'intérieur des villages, à l'intérieur des nations, d'avoir une certaine autonomie. Donc, dans le même village, il va y avoir plusieurs factions, des pro-britanniques, des pro-américains et carrément des neutres. Alors, ma présentation va se faire, pour commencer, en 3 étapes. Première étape, je vais vous présenter justement le concept de la politique chez les Autochtones. Ensuite, les principaux groupes à considérer dans la région qui est au sujet. Et finalement, justement, les conséquences à court, moyen et long terme de l'évasion de 1775. En premier lieu, justement, la politique chez les Autochtones. Dès les premiers contacts et les alliances, les Autochtones ne se sont jamais vus sujets des Européens. Même avec la Grande Tabagie de 1603, les Autochtones se voyaient comme des alliés et avaient leur propre autonomie, qu'elle soit militaire et commerciale. Un groupe allié aux Britanniques pouvait faire du commerce avec les Français sans que ce soit la contrebande. Un groupe allié aux Français qui rencontrait un groupe allié aux Britanniques pouvait refuser de se battre et se faire demi-tour. On pouvait recevoir des émissaires de son ennemi, même en temps de guerre, sans que ça soit considéré comme une trahison. Donc, il faut être conscient de ça. On parle de nation, on parle de village, on parle même carrément de confédération, mais ce ne sont pas des blocs monolithiques. À l'intérieur des villages, les gens discutent. Personne n'a véritablement un pouvoir suprême. C'est basé sur le prestige, c'est basé sur le charisme. Même les chefs de guerre, chefs de paix, maires de clan, orateurs, ambassadeurs, n'ont aucun pouvoir décisionnel, ils ont seulement le pouvoir de convaincre les gens. Les décisions se font majoritairement par conseil, où tout le monde a le droit de parler, peu importe leur âge et même leur sexe. Les femmes ont le droit de parler et sont écoutées. Et on recherche le plus possiblement le consensus et même on recherche le plus possiblement la paix, parce que la paix permet le commerce, la paix permet le mouvement. C'est bien la guerre, ça permet de faire du pillage, ça permet d'acquérir d'une certaine façon des territoires, mais c'est toujours mieux d'acquérir pacifiquement que par la force. C'est à considérer justement qu'est-ce qui va se passer durant la Révolution américaine. Donc, souvenons-nous de cette situation-là pour ne pas voir les Autochtones comme étant des opportunistes, mais comme justement, on va dire, des diplomates. Quels sont les principaux groupes du Nord-Est? Le Nord-Est, je parle évidemment, on va dire le Québec, on va dire la Nouvelle-Angleterre principalement. On pourrait descendre presque jusqu'en Géorgie, Caroline du Sud, mais ce sera un peu compliqué. On parle un peu des Maritimes aussi. Donc, il y a principalement 6 groupes à discuter. L'Haudenosaunee, c'est-à-dire les 6 nations, la Confédération iroquoise, les 7 Feux, ou les 7 nations, la Confédération Wabanaki, les nations des Grands Lacs et de l'Ohio. OK. Les premiers, l'Haudenosaunee, les 6 nations, ont été les alliés les plus fiables et les plus anciens des Britanniques. Donc, ils avaient une certaine préséance d'un point de vue diplomatique avec les Britanniques. La Confédération iroquoise a été créée vers 1450 et était une démocratie, la plus vieille démocratie d'Amérique du Nord. Initialement, 5 nations, d'est en ouest, les Mohawks, les Oneida, les Onondaga, ici au centre, où est placé le grand pain de la paix, où les guerriers ont placé leurs armes en dessous pour qu'il n'y ait plus accès, pour que ce soit la paix entre eux, les Cayuga et les Sénéca. J'utilise la nomenclature anglophone qui est présente aussi en français, pour faire simple, plutôt que d'aller dans les Kanien'kehá:ka ou parler d'Agnier, ou de carrément traduire le nom, dans le cas des Mohawks, en disant le peuple du silex. Donc, je vais utiliser les termes Mohawk, Oneida, Onondaga, Sénéca, Cayuga. Et éventuellement, pourquoi 6 nations alors qu'ils sont 5? En 1722, une 6e nation va les rejoindre, les Tuscaroras, qui vont s'installer à l'ouest. Où est leur position? En fait, durant la majorité du 17e siècle, la Confédération iroquoise va combattre les Français et ses alliés jusqu'à la Grande Paix de 1701. Après 50 ans de paix, sous l'influence de Sir William Johnson et l'Indian Department, les 6 nations vont joindre le côté britannique durant la guerre de 7 ans. Donc, à la fin de la guerre de 7 ans, les 6 nations sont dans une position extrêmement avantageuse. Du côté des gagnants, eux-mêmes ont su assurer une certaine hégémonie par rapport à certaines nations un peu plus faibles de l'Ouest. Donc, 1775, l'Haudenosaunee dans une très bonne position. Deuxième groupe, les 7 Feux. Les 7 Feux, en fait, c'est une confédération de plusieurs nations, algonquiennes et iroquoiennes,
qui ont en commun de s'être convertis au catholicisme à partir du milieu du 17e siècle, ont quitté leur terre ancestrale pour venir s'établir en périphérie des villes canadiennes. On parle de Oswegatchie, Akwesasne, Kahnawake, Kanesatake, Odanak, Pointe-du-Lac, Wolinack et Wendake. Principalement des sites qui existent encore, qui sont restés des villages, qui sont devenus des réserves. En fait, Oswegatchie est du côté américain. Il va se retrouver, après le traité de Jay, du côté américain. Ils vont se déplacer. Ça va devenir la ville d'Ogdensburg. C'est pour ça que j'ai 8 villages dans mes 7 nations, parce que le terme 7 nations apparaîtra au 19e siècle. Mais le concept de cette feu, de confédération des 7 nations, existe avant même, c'est ça, durant même le régime français. C'est un groupe assez intéressant parce qu'ils mélangent modernisme et traditionnalisme. Ils ont conservé leur langue, mais ils ont acquis le catholicisme. Ce catholicisme-là, très présent pour eux dans leur culture, fait qu'ils sont extrêmement pro-français et ils vont se battre du côté français jusqu'à la guerre de 7 ans. Qu'est-ce qui va se passer avec la guerre de 7 ans? Justement, c'est le fait qu'il va y avoir une série de victoires britanniques et il va y avoir un raid majeur contre le village d'Odanak, fait par les Rogers Rangers. Alors, à partir de ce moment-là, les Sept-Feux commencent à douter des possibilités d'une victoire française et ils vont envoyer des émissaires à Johnson Hall et à Oswego pour rencontrer Sir William Johnson et aussi des représentants de la Ligue iroquoise pour faire ce qu'on appelle le traité d'Oswegatchie. Oswegatchie qui est ici justement représenté. Donc, Oswegatchie va être un traité de neutralité. Neutralité dans le sens que la guerre se poursuit, mais on va s'asseoir sur nos armes. Finalement, une semaine après la reddition de Montréal, mais aussi de l'ensemble du territoire de la colonie canadienne, il va y avoir des rencontres à Kahnawake, à nouveau avec des gens de l'Indian Department, avec maintenant l'ensemble des Sept-Feux pour faire le traité de Kahnawake et transformer le traité de neutralité par une alliance militaire. Éventuellement, les gens des Sept-Feux vont devenir alliés aux Britanniques et seront relativement fiables avec eux. Troisième groupe, la Confédération Wabanaki. La Confédération Wabanaki, c'est des groupes d'Algonquiens qui habitent principalement dans les Maritimes et dans le nord de la Nouvelle-Angleterre. C'est des Pentagouettes, c'est les Penobscots, c'est les Abénakis, les Micmacs, les Wolastoqey Malécites. Plusieurs nations qui ont en commun d'être nomades, de se promener sur l'ensemble de ce territoire-là. Fortement pro-français, ils vont continuer de se battre même après 1748, la fin de la guerre de succession d'Autriche, avec la guerre anglo-Micmac. Finalement, ils vont se retrouver à se combattre durant la guerre de 7 ans du côté français jusqu'à la bataille de l'Estigouche même, une des dernières batailles qui a eu lieu sur le territoire. Mais avec le départ des Français, éventuellement, eux aussi vont avoir une paix avec les Britanniques, mais seulement en 1761. À partir de ce moment-là, là de la guerre, ils vont décider de s'établir et de créer des liens commerciaux avec la Nouvelle-Angleterre. Donc, eux cherchent la paix, cherchent le commerce. Le dernier groupe, les nations des Grands Lacs et de l'Ohio. Une plus grande région, une région avec très peu de peuplement blanc, mais beaucoup de forts. Qui a été très, très peu touché par les guerres précédentes. Et avec la guerre de 7 ans qui se termine, ils sont très inquiets de voir arriver les Britanniques et détestent la façon que Amherst a de distribuer des terres qui sont pourtant réservées aux Autochtones par la proclamation royale de 1763 pour des colons américains. Donc, le mouvement de contestation des Grands Lacs de l'Ohio, mais aussi de l'Illinois, vont se trouver autour de Pontiac, qui va faire une série de raids contre des sites britanniques. Après une série de victoires assez majestueuses en 1763, ça va s'enliser et il va y avoir des traités de paix en 1766. Pour mettre fin à la situation, il va y avoir le traité de Fort Stanwix, où en 1768, on va établir à nouveau quelles sont les limites des terres réservées aux Indiens, qui se terminent justement, c'est ça, avec les montagnes, la série de montagnes des Appalaches, les Alleghenies, etc., alors que les Américains, eux, veulent se rendre jusqu'au Mississippi. On espère que, justement, le traité de Fort Stanwix va rester et qu'on va respecter cette zone-là. Qu'est-ce qui va se passer? On le verra, justement, et ça va avoir une forte influence sur la situation. Donc, quelle est la situation dans le Nord-Est en 1775? Honnêtement, relativement bonne. Une Pax Britannica permet à toutes les nations de se promener un peu partout où ils veulent, de faire le commerce sans trop de problèmes, de pouvoir chasser sur leur territoire de chasse ancestraux. Et on voit justement où se situent les 4 groupes dont j'ai parlé, les Wabanaki, les 6 nations, les 7 nations et le groupe justement de l'Ohio et des Grands Lacs. En fait, ils se situent exactement entre les colonies américaines et la province du Québec. Donc, s'il se passe quelque chose entre les deux, il faut passer sur un des territoires. C'est ce qui va se passer éventuellement avec justement l'invasion américaine. L'invasion américaine va commencer, on pourrait dire, avec la prise de Fort Ticonderoga et de Crown Point. À la base, pour prendre, oui, des munitions, de l'artillerie pour le siège de Boston,
mais aussi déverrouiller la ligne traditionnelle d'invasion contre le Canada, qui est par les lacs Georges, lac Champlain et le Richelieu. La prise de Ticonderoga est vue par les Britanniques comme un acte de guerre officiel et on demande aux Premières Nations de se réunir pour venir combattre les Américains. Ce sera la rencontre d'Oswego où des Britanniques, représentés par l'Indian Department, vont rencontrer des gens des Six Nations, mais aussi des Shawnees, des Wyandot, mais aussi des représentants des Cherokees, des Creeks et des Chickasaw du Sud. Et ça va être la rencontre d'Oswego qui va être une entente militaire pour combattre les Américains. Éventuellement, on va demander aux sept feux de participer. Le Grand Conseil des Kahnawake n'est pas très intéressé, il préfère demeurer neutre. Alors, il n'y en va pas trop, justement, de bonnes énergies de cette direction-là. Néanmoins, des guerriers vont venir à Montréal, et ça va être le traité de Montréal, où les sept feux vont joindre les autres nations pour combattre les Américains. Ça va valoir la peine, parce que quand même une centaine de guerriers vont être envoyés à Fort-Saint-Jean pour renforcer la garnison, parce que c'était justement la prochaine étape de l'invasion américaine. Et 400 autres vont se promener un peu partout dans la région. À nouveau, ça vaut la peine parce que 7 septembre, Montgomery va tomber dans une embuscade et perdre une centaine d'hommes face à ces guerriers-là. Les guerriers vont être malheureusement déçus de l'aide provenant des Canadiens et des Britanniques, donc la plupart vont repartir. Du point de vue autochtone, quelle est justement la prise de Ticonderoga, Crown Point et l'invasion américaine de 1775? C'est un problème pour revenir à la question de la Pax Britannica qui permettait la liberté de commerce, de chasse et de déplacement, que maintenant des armées sont dans leur territoire de chasse traditionnel, qui vont risquer justement de créer des problèmes dans cette région-là et que la liberté de commerce, de chasse est un risque. Alors, qu'est-ce qui va se passer? En effet, des pro-britanniques vont aller combattre, mais des pro-neutres aussi vont décider d'établir une ambassade et d'envoyer des émissaires à Albany. Ce sera le traité d'Albany de 1775, où les Mohicans, les Britanniques et des gens de la Ligue iroquoise vont s'entendre sur la protection des territoires, la liberté de transport et de commerce, et aussi la neutralité des partis. Éventuellement, les sept feux vont être approchés et vont eux aussi joindre le traité d'Albany pour la neutralité. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a des Iroquois avec la rencontre d'Oswego et le traité de Montréal qui sont pro-britanniques. On a des Iroquois qui sont neutres, d'une certaine façon presque pro-américains. Même chose parmi les sept feux. Même plus loin que cette neutralité-là, certains Autochtones vont carrément embarquer du côté américain. Il y a des Mohicans qui étaient présents à Lexington et au siège de Boston. Quand Arnold a traversé pour se rendre à travers son enfer vert qui était la rivière Kennebec, il y avait 5 guides de Penobscot avec lui. Arrivé à Sartigan, il y avait 40 guerriers d'Odanak, à Benaki, qui l'attendaient, puis qui l'ont accompagné au moins jusqu'au fleuve. Et il y avait comme messager Jean Vincent, qui était un chef de Wendake. Même chose pour Arnold. Arnold aussi avait un messager autochtone, qui est le plus célèbre de tous, qui est représenté ici par Trumbull, dans, je pense, une image que plusieurs ont vue plusieurs fois aujourd'hui, qui s'appelait Louis Cook. Louis Cook a une histoire extrêmement intéressante. Né à Saratoga, d'un père noir et d'une mère abénakise, ils ont tous les trois été faits prisonniers lors d'un raid franco-canadien. Son père a été gardé esclave par un officier des compagnies franches de la marine, alors que lui et sa mère ont été protégés par les guerriers de Kahnawake et ont été adoptés. Louis Cook a fait l'ensemble de la guerre de 7 ans du côté français et a refusé la domination anglaise en s'éloignant même de Kahnawake pour aller vivre chez les Oneida et épouser la cause américaine éventuellement. Il va devenir, comme je disais, le messager de Montgomery. C'est pour ça qu'il est représenté dans la mort de Montgomery. Après l'événement de l'invasion de Québec, il va partir avec un groupe de 30 guerriers, Abénaki, d'Odanak et Mohawk de Kahnawake, pour retrouver George Washington pour offrir ce service et faire l'ensemble de la guerre avec lui. Éventuellement même devenir lieutenant-colonel, ce qui fait de lui l'Autochtone avec le plus haut grade de l'armée coloniale, de l'armée continentale, pardon. Donc, politique ouverte, comme je disais, des pro-américains qui vont carrément se battre, et même dans la Ligue des Six Nations, les Oneida et les Tuscarora vont carrément décider d'appuyer les Américains, alors que Mohawk, Onondaga, Cayuga et Seneca, eux, vont appuyer les Britanniques. Donc, scission au niveau de l'Haudenosaunee, au niveau des sept feux, comme je disais, des neutres qui ont signé le traité d'Albany, des pro-britanniques qui ont signé le traité de Montréal et des pro-américains qui vont carrément aller se battre de leur côté. On parle maintenant de tension, on parle de scission à l'intérieur, ce qui va mener au problème à moyen terme dans les Premières Nations, c'est les Britanniques vont commencer à douter de leurs alliés, mais surtout aussi, les confédérations vont être affaiblies et éventuellement, ça va mener même à la chute de la Ligue iroquoise. Qu'est-ce qui va se passer? Bon, éventuellement, justement, Carleton va décider d'essayer de régulariser un peu les choses à mesure que les Américains sont cognés le nez à Québec et sont en train de retraiter. Alors, il y a besoin que les Premières Nations fassent un éclat
pour prouver leur fidélité. Heureusement, les Américains vont leur donner l'opportunité en établissant au Cèdre, ici, à 45 km à l'ouest de Montréal, un fortin pour bloquer le chemin entre Montréal et Oswegatchie. Le commandant d'Oswegatchie, Foster, va se faire donner l'ordre d'attaquer la position avec des gens d'Oswegatchie, mais aussi des gens d'Akwesasne et de Kanesatake vont le joindre. À 250 contre 500, pendant, comme on voit, une dizaine de jours, ils vont combattre, et les 500 Américains vont être prisonniers éventuellement. Donc, une victoire à 1 contre 2, qui est une grande victoire pour les Autochtones. Aucune perte du côté autochtone, seulement des prisonniers de l'autre côté, qui étaient démoralisés, qui ont été ramenés vivants pour la plupart. Certains récits disent qu'il y a eu des exactions, évidemment, mais ça fait partie de la guerre avec les Autochtones, qu'il y ait du pillage, qu'il y ait des fois des scalps, qu'il y ait des fois des gens qui sont torturés un peu. Un peu. Oh, déjà? Shit. OK. Très bien, parfait. Donc, à partir de 1776-1777, l'Empire britannique décide de faire des grandes actions pour attaquer. Ils vont réussir, oui, à Valcourt et à Crown Point de prendre des positions, mais après ça, être obligés de reprendre pour la campagne de 1777. Rendu avec 22 000 hommes, ils vont attaquer à partir de 3 colonnes. Burgoyne va réussir à prendre Ticonderoga, mais faire un échec lamentable à Bennington, et les Autochtones vont l'abandonner. De son côté, Saint-Léger, lui, va attaquer Fort Stanwix et va échouer aussi au siège de Fort Stanwix. Et durant le siège, va arriver un moment terrible, qui est la bataille de Oriskany. À Oriskany, c'est la première fois que Iroquois vont combattre Iroquois. Pendant le siège de Fort Stanwix, une colonne de renforts rebelles va arriver, et parmi les rebelles, il y a des Oneida. Alors, des Iroquois pro-britanniques vont tirer sur les Oneida et réciproquement. Il y a plus de 450 morts du côté des Oneida et des Américains et plus d'une centaine du côté des Britanniques et de leurs alliés. Ce qui fait que maintenant, le sang fraternel avait été coulé. Maintenant, la situation était irrémédiable. Les Oneida accusaient les pro-britanniques de les avoir trahis et d'avoir trahi le traité de neutralité d'Albany, alors que du côté des pro-britanniques, on accusait les Oneida d'avoir refusé de donner des informations sur la présence d'une armée continentale en Iroquoisie. Finalement, les Oneida vont déchirer le traité d'Albany de 1775 pour le remplacer par le traité d'Albany de 1777, où ils vont déclarer la guerre aux nations iroquoises. C'est la fin de l'Haudenosaunee. Maintenant, les frères sont devenus ennemis et la situation va empirer tout au long de la guerre à mesure que les Oneida vont attaquer les sites Mohawk et Onondaga, portant des gens à se réfugier à Fort Niagara ou même à la Chine. En 1778, après la victoire à Saratoga, on pense, et l'implication officielle des Français, on pense que c'est le retour du roi de France, le retour du grand Anuncio. Alors, les pro-américains et les neutres voient ça d'un point de vue positif, se souvenaient justement des Français positivement et espèrent le retour de leur père symbolique. Les Américains vont faire maintenir ce rêve longtemps là pour les garder vivants et avoir des ambassadeurs autochtones qui vont rencontrer Lafayette et d'autres officiers français. Ça va mener justement, c'est ça, du côté pro-britannique au traité de Kahnawake, où les Premières Nations qui ont été neutres ou tièdes vont tout d'un coup se faire dire de prouver justement leur alliance et vont participer maintenant à des raids à plus petite échelle parce que la série de batailles à grande envergure avait écrasé en 1777. Alors, c'est une série de raids qui se passe en Iroquoisie, mais aussi État-New York, New Jersey, Tennessee, Kentucky, Virginie, Pennsylvanie, un peu partout. Les Sept-Feux font la même chose en région des Grands Lacs, dans la région du lac Champlain et du lac Georges, avec très grand succès. Ça va mener à une série, justement, de raids iroquois et des Sept-Feux dans toute cette région-là, qui vont être particulièrement dévastateurs, qui auront comme effet de bloquer des hommes et du matériel dans le nord, alors que la guerre se dirigeait vers le sud. Aussi, ça va particulièrement choquer la population américaine, surtout après les batailles de Sheer Valley et de... Non, j'ai oublié mon nom. Sheer Valley et Wyoming, Pennsylvanie. Donc, justement, c'est ça. Alors, les Américains vont créer l'expédition Sullivan, qui va être dirigée justement par Sullivan et qui va attaquer et détruire plus d'une quarantaine de villages iroquois pro-britanniques. Et ça va confirmer le surnom que les Autochtones donnaient déjà à George Washington de Conotocoreus, qui signifie le destructeur de villages. La fin de la guerre va se passer vraiment vers le sud, mais quand même, après la Yorktown et la reddition de Cornwallis, même si les Britanniques ont arrêté de combattre, dans l'ouest, ça continue. Et il y aura plusieurs autres grandes victoires autochtones, comme à Sandusky et Blue Licks. Au traité de Paris, aucun représentant autochtone, aucune mention d'eux, aucune gestion du avant et du après de la gestion avec les Autochtones. C'est ce qui va se passer justement de terrible, c'est que le nouveau redécoupage des territoires fait que les nations de l'Ouest, maintenant, voient que les Américains peuvent se rendre jusqu'au Mississippi et perdre les territoires qui leur avaient été confirmés par le traité de Stanwix.
Les Autochtones des Sept-Feux, eux, avaient des terrains de chasse qui s'étendaient, et maintenant, la ligne du 45e parallèle coupe ces territoires de chasse-là, et pourtant, ces terres-là avaient été promis par les Britanniques avec la Proclamation royale et le traité de Montréal, mais aussi les Américains avec le traité d'Albany. Ceux qui seront particulièrement touchés sont bien sûr les Iroquois, après l'expédition Sullivan, mais aussi, justement, avec le nouveau redécoupage, l'ensemble de l'Iroquoisie se retrouve au sud du 45e parallèle. Donc, la grosse majorité des Iroquois vont avoir à se déplacer et s'établir soit dans des missions de Montréal, autour de Montréal, ou à la baie de Quinte ou à Grand River, où ils vivent encore maintenant, dirigé par Joseph Brant. Dans l'Ouest, la situation va être assez terrible aussi, parce que justement, il va y avoir encore une série de batailles qui vont mener jusqu'à la bataille de Wabash en 1791 et la défaite autochtone à Denver Falls en 1794. Finalement, les nouveaux territoires vont être établis par le traité de Grenville en 1795 et les Autochtones de l'Ouest vont donner les 2 tiers de l'Ohio et une partie de l'Illinois pour se redéplacer. Ainsi, quelles sont les conséquences de l'évasion américaine de 1775 sur les Premières Nations? Eh bien, à court terme, premièrement, ça a été leur inclusion dans le conflit. Initialement, ils voulaient continuer de vivre, de commerce, de paix, de se promener, et puis que ça reste en blanc dans leur coin. À moyen terme, les tensions à l'intérieur des groupes, comme les Sept-Feux, et carrément la fin de l'Haudenosaunee. Et à long terme, des pertes majeures de territoire et des déplacements de population. Nyawan, merci.